dans un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique des libres penseurs de Dordogne, groupe Fred Zeller, présenté par Jean-Louis. C'est pour la paix, dit-il, que je travaille, loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 11 mai. Cette chronique du groupe Fred Zeller est placée sous le signe du combat mené par la libre pensée contre le racisme, le colonialisme et le fascisme. Premier élément, parce que je vais vous présenter un certain nombre de faits qui a priori peuvent sembler différents mais qui sont unis par cette même volonté de résister à la réaction sous toutes ses formes. Donc je vais commencer par les brochures que publie la libre pensée en réponse, en analysant de manière très précise les vade-mecum qui ont été publiés par le ministère de l'Éducation nationale. Il y en avait eu un premier qui traitait de la laïcité et par rapport auquel une brochure de ce que nous appelons la série Arguments en format PDF disponible en ligne, qui était donc le numéro 28 de cette série, avait donné une analyse très précise. Et le ministère de l'Éducation nationale qui a publié récemment un vade-mecum présenté contre le racisme et l'antisémitisme. Eh bien, à nouveau, la libre pensée a analyser, disséquer ce vade-mecum et met à disposition en ligne sur son site une brochure qui cette fois porte numéro 34 de la série Arguments, donnant donc tous les éléments pour analyser de manière précise ce vade-mecum du ministère de l'Éducation nationale. Alors, j'avais lu la semaine dernière, dans une précédente chronique, la préface à cette brochure publiée par la Libre Pensée, une préface qui a été écrite, rédigée par Mornia Lapsi, dirigeant de l'association Coudes à Coudes, et qui m'avait semblé extrêmement précise, extrêmement important. Et je vais en relire la conclusion de cette préface. Mornia Lapsi dit « Or, ce qui nous incombe désormais, ce qui nous engage collectivement, c'est de dire clairement que le vade-mecum dont nous avons besoin n'est pas celui-ci. » Donc elle parle du vade-mecum produit par le ministère de l'Éducation nationale. Le vade-mecum nécessaire est un vade-mecum des libertés réelles, liberté de conscience, liberté d'être ce que l'on est, liberté de faire société sans être hiérarchisé, sans être assigné, sans être écrasé. Il doit être porté par celles et ceux qui sont les premières victimes de ce système, mais aussi par celles et ceux qui pensent ne pas être concernés, et également par celles et ceux qui se revendiquent de la lutte, mais qui, parfois, sans le mesurer, participent encore de ce système en acceptant des privilèges décrétés par lui. Faire société, c'est aussi accepter de regarder en face de ce que l'on reçoit, ce que l'on conserve, ce que l'on doit renoncer à partager. Ce vade-mecum à construire doit outiller à la justice réelle, pas à la justice bourgeoise, pas à celle qui incarcère massivement des personnes racialisées, pas à celle qui protège les intérêts de domination. Une justice qui répare, qui restaure, qui égalise concrètement les conditions de vie et d'existence. Il doit être porté collectivement dans la rue, le poing levé en foulant le pavé devant les institutions, en disant ensemble que les privilèges de classe, de race et de genre doivent être abolis. Le dire, c'est déjà agir. L'écrire, c'est déjà transformer. L'enseigner, c'est déjà préparer une autre société. Nos enfants le méritent. Ils méritent de vivre et pas seulement de survivre. Ils méritent d'être heureux ensemble, sans que l'un écrase l'autre, sans injonction permanente à rester à une place assignée, sans astreinte à leur dignité, sans ce sentiment destructeur de ne pas être pleinement humain. Ils méritent une école qui respecte l'histoire de chacune et chacun, qui écoute enfin la parole de celles et ceux qui ne sont jamais entendus, qui reconnaît l'humanité de celles et ceux qui souffrent. C'est cela le vade-mecum que l'Éducation nationale devrait porter aujourd'hui, et c'est déjà profondément ce que fait le travail de Christian Eschen. Ce travail doit devenir endémique. Il participe de la véritable lutte contre la réaction. Il participe de la véritable construction d'un État qui se dit de droit, parce qu'il repose sur l'égalité concrète, la dignité effective, la justice réelle et la santé psychique de toutes et tous. Et c'est au nom de cette exigence, dit Mornia Lapsi, que je signe cette préface et que je l'assume pleinement. Voilà, donc c'était la conclusion de la préface de Mornia Lapsi au
la brochure que publie donc la Libre Pensée en réponse au vade-mecum de l'Éducation nationale. Donc vous retrouverez ces deux brochures, la réponse au vade-mecum du ministère de l'Éducation nationale sur la laïcité dans l'Éducation nationale et la brochure qui analyse le vade-mecum du ministère de l'Éducation nationale présenté comme un vade-mecum contre le racisme et l'antisémitisme sur le site de la Fédération nationale de la Libre Pensée, et nous remettrons également ces liens sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr. Voilà. Alors, deuxième élément qui témoigne de cette présence de la libre pensée sur tous les fronts contre le racisme, le colonialisme et le fascisme, eh bien, la libre pensée est signataire d'un appel pour la reconnaissance des crimes contre l'humanité commis en Algérie par la France. Et voilà ce que dit cet appel qui est signé par de très très nombreux députés et autres personnalités. Il est impossible de célébrer ce 80e anniversaire de la victoire contre le nazisme sans vouloir arracher à l'oubli ce qui s'est passé en Algérie ce même 8 mai et les jours suivants. Des manifestations pacifiques à Sétif, Guelma, Kherrata et la région ont été écrasées dans le sang. Près de 35 000 civils algériens ont été massacrés par la police, la gendarmerie, les milices coloniales armées par les autorités locales, l'armée française agissant sur ordre de l'exécutif. C'est au cours de cette répression massive que l'on a déploré à Sétif et aux alentours une centaine de victimes européennes. Amputer notre histoire commune par l'occultation de ce crime d'État ne permet pas à la France d'en finir avec la page coloniale de son histoire. Si, le 19 mars 2016, le président de la République, François Hollande, a reconnu que le système colonial en Algérie était injuste et niait les aspirations des peuples à décider d'eux-mêmes, il faut aller plus loin, en disant la vérité sur les massacres du 8 mai 1945. De même, le geste symbolique fait à Sétif en 2015 par le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, M. Todeschini, demeure très en deçà de cette demande. Suite à la mobilisation du collectif en 2015, le Conseil municipal de Paris a demandé à l'unanimité au chef de l'État de reconnaître ces massacres comme crimes d'État. Des vœux dans ce sens ont été adoptés par plusieurs villes, dont Rennes, Nanterre et Ivry-sur-Seine, et des plaques commémoratives de ces massacres existent dans plusieurs villes de France. Le 14 avril 2015, un collectif unitaire pour la reconnaissance des crimes d'État de 1945 en Algérie, Sétif, Guelma, Kherrata, s'est constitué. Outre cette reconnaissance comme crime d'État, il demande l'ouverture de toutes les archives, l'inscription dans la mémoire nationale de ces événements par le biais de gestes forts des plus hautes autorités de l'État et un soutien à la diffusion des documentaires relatifs aux événements dans l'éducation nationale comme dans les médias publics. À l'occasion du 80e anniversaire de ces massacres le 8 mai 2025, nous appelons à des rassemblements unitaires dans toute la France pour exiger la reconnaissance de ces massacres comme crimes contre l'humanité et la satisfaction de ces revendications. Et donc suivent les contacts à prendre pour la signature de cet appel, en particulier Mohamed Kaki, Olivier Lecourt, Grand Maison et le collectif national pour la reconnaissance des crimes coloniaux. Voilà. Autre élément qui se situe complètement dans ce combat mené par la libre pensée contre le racisme, le colonialisme et le fascisme, c'est un communiqué de la libre pensée du Vaucluse. Les médias ont parlé, c'est après le 8 mai dernier, de deux villes dans lesquelles a été diffusée la chanson « Maréchal, nous voilà ». L'une de ces diffusions s'est faite à Carpentras et ça amène donc la libre pensée du Vaucluse à réagir. Le chant « Maréchal, nous voilà » fut au régime dictatorial, collaborationniste et antisémite de Vichy, qui perpétra crime sur crime contre l'humanité, ce qu'était le Horst-Wessel-Lied au régime nazi. Le chant « Maréchal, nous voilà » a été diffusé à Carpentras le 8 mai dans les haut-parleurs de la sonorisation municipale des rues. Ce chant, écrit en 1941 à la gloire du maréchal Pétain, fut un élément majeur de la propagande du régime de Vichy. Il était régulièrement diffusé sur les ondes de Radio Paris et de la radiodiffusion nationale et joué dans l'ensemble des territoires de la France et les colonies, en particulier dans la plupart des écoles, mais aussi dans les chantiers de jeunesse, les casernes et les meetings des assassins de la milice française, l'organisation politique et paramilitaire auxiliaire de la Gestapo, notamment chargée de la traque des Juifs, des résistants, des réfractaires au STO. Rappelons qu'au pouvoir du 10 juillet 1940 au 24 août 1944, Philippe Pétain engage le pays dans la Révolution nationale et dans la collaboration avec l'Allemagne nazie. Il co-rédige et promulgue le premier statut des Juifs, 3 octobre 1940. Sous sa dictature, les confédérations syndicales ouvrières, les partis ouvriers, les obédiences maçonniques, la libre pensée sont interdits. La charte du travail est promulguée.
incarnant la doctrine sociale de l'Église catholique, de collaboration du capital et du travail. Les libertés fondamentales sont supprimées, liberté de presse, de réunion, de manifestation, droit de grève, etc. Les francs-maçons sont exclus de la fonction publique. La police et la gendarmerie organisent des rafles des juifs et des tziganes pour leur déportation vers les camps nazis de la mort et pourchassent et assassinent les résistants ou les remettent aux nazis. L'Église catholique, qui a soutenu d'entrée avec enthousiasme la dictature de Pétain, se voit récompensée par des avantages matériels importants, pour ses écoles en particulier, et une omniprésence dans les manifestations du régime de Vichy, auxquelles elle fournit sa caution morale, et, entre autres, l'aumônier général de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, qui fut ensuite l'aumônier de la division SS Charlemagne, avec le grade de SS Sturmbannführer. Au traditionnel attribut régalien, droit de grâce, nomination et révocation des ministres et des hauts fonctionnaires, le dictateur Pétain ajoute les droits tout à fait inédits. Il peut ainsi rédiger et promulguer seul une nouvelle constitution, il peut désigner son successeur, il a la plénitude du pouvoir gouvernemental, il nomme et révoque les ministres et secrétaires d'État qui ne sont responsables que devant lui. Et il exerce encore le pouvoir législatif en Conseil des ministres. Les lois adoptées de sa seule autorité sont promulguées sur la formule « Nous, maréchal de France, le Conseil des ministres entendu, décidons, etc. etc. » Ce régime politique, dit l'État français, fut la négation absolue de la démocratie politique, des principes républicains et de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Comme le lui avait exprimé Pierre Laval, Monsieur le maréchal, vos pouvoirs sont plus grands que ceux de Louis XIV, parce que Louis XIV devait remettre ses édits au Parlement, tandis que vous n'avez pas besoin de soumettre vos actes constitutionnels au Parlement, parce qu'il n'est plus là. En 1945, Philippe Pétain fut condamné à la peine capitale pour haute trahison, frappé d'indignité nationale et déchu de toutes ses distinctions militaires et civiles. Nul ne peut ignorer la diffusion publique de ce chant, nul ne peut s'abstenir de se prononcer. Qu'en dit le préfet du Vaucluse, représentant de l'État? Que dit le procureur de la République de Carpentras de la diffusion publique de ce chant, maréchal Louvois, qui fait l'apologie d'un criminel, traître, clérical, antisémite, condamné par la Haute Cour de justice? Qu'en disent les représentants de l'Église catholique, qui, par la voix entre autres du cardinal Gerlier, primat des Gaules, déclarait en 1940 « Pétain c'est la France et la France c'est Pétain », et remercier la divine providence pour avoir donné à la France un tel chef? Qu'en dit le CRIF Marseille-Provence, qui, se faisant directeur de conscience en matière de repères républicains, il y a peu a fait échec à la liste de gauche présente au second tour des municipales d'Avignon? Voilà, c'est toutes ces questions qui, pour l'instant, sont sans réponse, posées par donc la libre pensée, la Fédération de la libre pensée du Vaucluse. Et donc, ce communiqué est daté donc du 10 mai dernier. Voilà. Alors, autre élément qui rentre toujours donc dans cette rubrique du combat mené par la libre pensée contre le racisme, le colonialisme et le fascisme, c'est un échange sur la question du racisme et de la chasse aux immigrés en France et aux USA entre Anzouman Sissoko de la Marche des Solidarités et Janez Yahya Corselius du Minnesota, qui participe au combat contre les ratonnades de Trump avec l'ICE contre les étrangers. Et donc voici les quelques éléments de cet échange qui me semble intéressant à porter à votre connaissance. Anzouman Sissoko. Cette rencontre est très importante. Nous avons été impressionnés par les mobilisations aux États-Unis qui ont rassemblé des millions de personnes. Ce sont parfois d'autres pays qui nous donnent des leçons, notamment l'Espagne, qui régularise de nombreuses personnes sans papier, alors qu'en France, on n'arrive pas à renouveler les titres de personnes déjà en situation régulière. Nous avons toujours à apprendre d'autres mouvements. Et Janez Yahya Corselius poursuit. Cette rencontre représente la construction d'un pont, une manière de créer des liens de solidarité pour le présent et pour l'avenir, à la fois pour la France et pour les États-Unis. Ma mère est marocaine. Mon peuple a été colonisé par la France et je pense que les peuples colonisés dans le monde doivent se rassembler. Les politiques anti-immigration et l'extrême droite progressent à l'échelle internationale. Comment cela transforme-t-il vos luttes? Anzouman Sissoko répond. Au départ, la lutte des sans-papiers était une lutte pour la régularisation. Mais aujourd'hui, des personnes titulaires d'une carte de résident de 10 ans se retrouvent bloquées dans leur démarche de renouvellement. L'étape suivante est de s'en prendre aux personnes d'origine étrangère nées ici. La lutte ne peut donc plus se limiter au seul fait d'être en situation irrégulière. Cela nous oblige à ouvrir le combat aux questions populaires, aux quartiers populaires, aux jeunes organisés, aux étudiants, aux syndicats, aux familles victimes de violences policières. Depuis 2018, nous voyons cette tendance arriver.
C'est l'année où des militants d'extrême droite ont loué des hélicoptères pour aller chercher des migrants à la frontière italienne. À partir de là, avec des collectifs de quartiers populaires, des foyers, des familles victimes de violences policières, nous avons créé la Marche des solidarités. Qui plus est, nous approchons de la présidentielle de 2027 et dans quelques jours, le 9 mai, donc cet échange a eu lieu donc, avant le 8 mai, je vous en fais la reproduction. Donc le collectif tiendra son défilé néo-nazi annuel à Paris, le collectif C9M. Nous voulons l'empêcher de défiler et montrer que nous sommes 10 fois plus nombreux. Il est possible que la préfecture nous refuse l'autorisation de manifester et le tribunal administratif va souvent dans le même sens. L'année dernière, nous avions essuyé un refus, tandis que l'extrême droite avait obtenu gain de cause pour sa propre manifestation. Et Jeannette Zaya reprend. Je viens du Minnesota où il y a bien moins de sans-papiers qu'au Texas. Pourtant, il a été attaqué par l'ICE. Ce n'est donc pas seulement une question d'immigration. C'est une question politique de peur, de représailles et de nettoyage ethnique. Donald Trump a négocié avec les maires pour affaiblir le statut de ville sanctuaire, normaliser les enlèvements, les détentions et les déportations de nos voisins et voisines. Les communautés doivent s'organiser et construire des ponts avec des alliés qui ont des ressources et qui comprennent que cette politique détruit l'économie. Pendant le Ramadan, par exemple, malgré l'occupation de l'ICE à Minneapolis, nous avons organisé la rupture de jeûne chaque soir, partagé de la nourriture avec des populations autochtones et des alliés blancs surveillaient les mosquées pour que nous puissions prier. Nous construisons une solidarité entre toutes les populations du Minnesota. La bonne nouvelle est que Trump prend l'extrême droite moins séduisante en Europe. Vous avez l'occasion de proposer une alternative. Quel regard portez-vous sur le rôle des médias dans vos luttes ? Abdouman Sissoko répond « En France, nous n'avons pas de couverture médiatique à la hauteur de ce que nous faisons. Lors des dernières élections municipales, Ali Douaoura a été élu maire de ma commune, La Courneuve. Lors d'un micro-trottoir de BFM, j'ai contesté l'idée qu'il s'agirait d'une élection communautaire. Ils n'ont évidemment pas retenu ce passage à l'antenne. Sur les plateaux de télé, on entend que les sans-papiers ont tout gratuitement. C'est faux. Pour toucher certaines allocations, il faut souvent être en situation régulière depuis plusieurs années. Le chômage peut être perçu seulement si on a travaillé et sous conditions. Les sans-papiers, eux, paient des cotisations, mais celles et ceux qui peuvent en témoigner n'ont pas accès aux médias. Et donc Jeannette poursuit pour sa part, nous avons un problème semblable aux États-Unis. Quelques grandes entreprises détenues par des milliardaires qui financent les partis et les campagnes électorales contrôlent les grands médias. Certes, nous arrivons parfois à percer dans les médias dominants. La gauche américaine apprend à créer ses propres journaux, podcasts, sites, chaînes YouTube, réseaux sociaux. Mais cela demande du temps et de l'argent. Pour casser le récit dominant, il faut faire du porte-à-porte et discuter. Les médias nous invisibilisent, un temps, mais pas indéfiniment. Les luttes doivent-elles davantage s'internationaliser ? Ce qui arrive aux États-Unis arrive ailleurs. La privatisation de l'éducation publique, par exemple, est un projet que mènent les fascistes et les néolibéraux. Ils ne veulent pas d'une population éduquée, car une population éduquée sait s'organiser et créer une richesse générationnelle. Notre mouvement syndical doit donc être internationaliste. Mon organisation, les démocratiques socialistes of America, construisent des relations fortes avec la France insoumise. La bonne nouvelle est que Trump rend l'extrême droite moins séduisante en Europe. Vous avez l'occasion de proposer une alternative. J'espère que la gauche saura faire preuve de stratégie pour la prochaine élection présidentielle française. Et Abdouman Sissoko dit « Nous avons longtemps pensé que l'internationalisation de la lutte se renforcerait avec les forums sociaux mondiaux. En 2011, nous sommes allés au FSM de Dakar avec une délégation. Puis en 2013 à Tunis. La libre circulation était au centre des discussions. Nous voulions nous y rendre avec des sans-papiers, car ce sont eux les premiers concernés. Nous avons écrit à Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre, pour qu'il protège notre délégation. Cela n'a pas abouti et nous avons dû quitter le territoire. Il y a donc des limites à l'internationalisation. Avant, sans papier, je pouvais me rendre en Allemagne, en Suisse ou en Italie pour participer à des réunions. Aujourd'hui, même en situation régulière, cela devient difficile. Nouvelle question. Vous interpellez aussi les entreprises et les investisseurs français liés aux technologies de surveillance migratoire. Comment construire un rapport de force ? Et Jeannette indique « Le mouvement syndical reste notre meilleur outil, même s'il est affaibli depuis les années 1970 avec seulement 9% de travailleurs syndiqués. Le but de cette tournée est de pousser les banques et les fonds européens au désinvestissement dans certaines entreprises états-uniennes. Le fonds ABP, la Caisse de retraite des fonctionnaires et des salariés d'éducation aux Pays-Bas, a retiré plus de 800 millions de dollars de Palantir début avril. C'est donc possible. À quoi sert la mémoire des luttes ?
Elle est essentielle. Si les sans-papiers sont allés dans les églises au début de la lutte en 1996, c'est parce que nous savions que la colonisation avait été faite avec l'État central et les églises. L'église était aussi un lieu où, à l'époque, la police n'entrait pas facilement. C'est pour cela que le mouvement de 1996 avec l'église Saint-Bernard a été fondateur. Mais avec le temps, certains curés ont commencé à appeler la police. À partir des années 2000, nous avons donc réfléchi à d'autres modes d'action. Il y a eu des occupations d'entreprises ou des marches, comme le Paris-Nice en 2010, lors du cinquantenaire des indépendances des pays colonisés par la France. Jeannette ajoute « Ce que vous dites m'inspire beaucoup. Pendant l'opération Metro Surge, conduite par l'ICE, des militants ont mené une action dans une église de Saint-Paul parce qu'un pasteur était agent de l'ICE. Cette action a été très controversée dans notre communiqué, parce qu'au-delà d'être des lieux de culte, les églises, les mosquées, les synagogues sont chargées d'histoires liées à des attaques terroristes. Mais ce n'est pas l'occupation de l'église qui est le crime. C'est qu'un pasteur travaille pour l'ICE. Cela a éclairé un vrai problème. Le christo-fascisme, cette alliance entre christianisme et fascisme, de la même façon que vous évoquiez l'alliance entre l'église et l'État. Comment articulez-vous votre vie personnelle avec votre activité militante ? Au départ, ma femme était sans-papier. C'est avec elle que nous avons créé le mouvement des sans-papiers du 19e arrondissement en 2002. Le reste de ma famille est resté au pays et ne sait pas ce qu'il se passe ici. Et donc Jeannette Zaya Corselius ajoute « Mon père a été radicalisé par la droite. Nous évitons de parler politique pour préserver notre relation. Il a voté pour Donald Trump, mais il aurait aussi voté pour Bernie Sanders. C'est triste qu'un homme marié à une femme arabe musulmane en vienne à voter Trump. C'est pour cela que je crois à un message populiste de gauche. Les gens comme mon père sont captés facilement. Qu'est-ce qui vous donne l'espoir ?» Et Anzouman Sissoko répond « L'espoir, c'est la lutte. Il y a des bas, mais aussi des hauts que nous vivons peut-être l'année prochaine ou plus tard. Je ne désespère jamais dans la lutte. Il y a quelques jours encore, nous avons fait sortir quelqu'un d'un centre de rétention administrative en mettant la pression sur la préfecture de Paris et le consulat du Mali. La lutte ne sert pas seulement à obtenir des papiers. C'est aussi un lieu de refuge. Elle forme. Et ce n'est pas dans les facs, avec les diplômes, que l'on obtient ce que l'on peut obtenir dans la lutte. Aujourd'hui, je suis élu, alors que je n'ai jamais étudié la politique. Si on est venu me chercher, c'est parce qu'on m'a vu me battre avec les mouvements de sans-papiers. » Et Jeannette Zaya ajoute « Je traverse des burn-out. Lors des grandes actions, je reçois beaucoup d'énergie, mais lorsqu'elles se terminent, je deviens parfois dépressive. Il y a des moments où j'ai perdu espoir, mais à ne rien faire n'est pas une option. Là, il s'entrait chez les gens, arrachait les personnes de leur vélo, percutait les voitures, voulait entrer dans les églises, les mosquées, les écoles. Heureusement, grâce au réseau de réponse rapide, ils n'ont pu entrer dans beaucoup de ces lieux. Je souhaite voir le socialisme de mon vivant. Je tire de l'espoir de camarades comme Anzouman. Je suis jeune, mais je sais que je ne peux pas me battre seul. Je dois continuer à organiser un mouvement de masse. » Et donc, nous en arrivons à la conclusion, aux derniers échanges. Jeannette Zaya Cornelius poursuit. L'histoire influe sur ma manière d'agir. Le mouvement syndical des années 1930, les luttes de décolonisation en Algérie, celle pour la Palestine. Anzouman Sissoko, vous êtes un des porte-parole de la Marche des Solidarités qui organise une grande manifestation contre le CLFM, cette marche annuelle des néo-nazis en plein Paris. Pourquoi est-ce important de ne pas banaliser ces démonstrations de force de l'extrême droite ? Les laisser faire, c'est une manière de les accepter. La mobilisation des fachos a 32 ans, des néo-nazis, cette année. Mais elle a toujours été banalisée. On disait que les participants n'étaient que quelques-uns. Mais depuis 2 ans, ils sont de plus en plus nombreux. L'an dernier, c'est la première fois que la Marche des Solidarités s'est jointe à ceux qui manifestent contre ces néo-nazis. Ce samedi, il faut être les plus nombreux possibles pour les empêcher de manifester. On a donc créé une plateforme très large, organisé un village antifasciste et préparé une marche composée de plein de collectifs. Face aux 1000 néo-nazis, il faut qu'on soit 10 000. C'est la seule manière d'étouffer leur mobilisation. Voilà. Donc, c'était cet échange entre ce militant de la Marche des Solidarités et cette militante qui se bat aux États-Unis contre Trump et la police, et sa police, l'ICE, qui me semblait important. Je voudrais, et c'est encore finalement rattaché à ce même sujet du combat qui est mené donc par la libre pensée contre la réaction, le racisme, le fascisme, etc. C'est un texte qui a été publié dans le club Mediapart, et ce sera donc la dernière partie de cette chronique. Juifs et juives, d'autres voies possibles. Voix VOIX. Nous refusons, au nom d'une judéité plurielle, que le CRIF, l'ambassade d'Israël à Paris ou des responsables publics imposent ce que signifie être juif ou ce que devrait être notre rapport à l'histoire,
à la mémoire, à la diaspora, à la justice, à Israël et à la Palestine. Un ensemble de personnalités parmi lesquelles Michael Stanke, Vincent Snornaga, Georges Dill Huberman et Arthur Harari Navadlapid ou encore Esther Benbassa dénoncent une confiscation identitaire et politique. Nous refusons cette confiscation identitaire et politique comme nous refusons que la judéité soit réduite à l'allégeance à un État. Notre manière d'être juif ou juive ne s'est jamais définie historiquement par notre rapport à Israël. Nous nous inscrivons dans une autre histoire juive parmi d'autres, celle du Bund. Né en 1897 en Lituanie, le Bund était un parti ouvrier socialiste diasporique, contemporain du sionisme, né la même année à Bâle en Suisse. Le Bund ne considérait pas les Juifs comme une nation destinée à avoir son propre État, mais comme un peuple vivant en diaspora, avec sa culture, sa langue, sa mémoire et ses luttes. Cette idée avait un nom, l'autonomie culturelle. Elle reposait sur une notion essentielle, le doyak, excusez-moi pour la prononciation, ce qui veut dire « vous être ici », le droit de vivre, de s'organiser et de lutter là où l'on se trouve. Si le Bund a été anéanti par la Shoah, son héritage politique demeure vivant en nous. L'antisionisme juif, entendu comme une alternative au sionisme, n'est donc pas une invention récente. Il est aussi ancien que le sionisme lui-même. Dès la fin du XIXe siècle, des juifs religieux, socialistes, assimilationnistes ou révolutionnaires s'y sont opposés parce qu'ils connaissaient les persécutions, les exils, les pogroms et les impasses du nationalisme. Là où le sionisme voyait dans l'immigration en Palestine l'horizon politique du salut juif, les bundistes y voyaient une fuite en avant. Ils refusaient l'idée qu'un territoire puisse à lui seul résoudre la question juive et celle de l'antisémitisme. Cette autre histoire ne se limite pas au monde askénaze ou bundiste. Elle est aussi celle de juifs séfarades et orientaux qui, après 1948, n'ont pas tous fait d'Israël l'horizon unique de leur existence et ont parfois choisi de rester ou d'émigrer ailleurs, fidèles à des cultures juives diasporiques. Si nous reconnaissons le droit de l'État d'Israël à exister, nous nous opposons avec force au sionisme dans sa traduction politique contemporaine, son expansion territoriale, l'occupation et la colonisation de la Cisjordanie et la destruction programmée de Gaza. Nous refusons également, plus encore depuis les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre 2023, que la sécurité des Israéliens soit pensée contre les droits fondamentaux des Palestiniens. En ce sens, notre position est anti-sioniste puisqu'elle refuse cette logique de domination, de dépossession et d'inégalité des droits. Mais nous préférons nous définir comme non-sionistes pour refuser le piège sémantique imposé par le gouvernement israélien qui vise à dire « Israël est la seule solution pour la survie du peuple juif ». Notre place est aux côtés de celles et ceux qui refusent qu'un peuple se sauve au prix de l'asservissement d'un autre. C'est pourquoi nous affirmons sans détour notre solidarité entière avec les Palestiniens, qu'ils vivent, souffrent et meurent à Gaza, à Jérusalem-Est ou en Cisjordanie. Leur écrasement par un régime que nous nommons désormais racialiste nous oblige moralement, politiquement et humainement. Notre position s'inscrit dans une fidélité aux luttes antiracistes, anticoloniales et internationalistes. Le racisme commence toujours lorsqu'on hiérarchise les vies, lorsqu'on normalise la domination, lorsqu'on prétend qu'un peuple aurait plus de droits qu'un autre. Nous refusons l'alternative imposée, le sionisme ou la haine des Juifs, l'adhésion ou la trahison. Cette alternative est intellectuellement mensongère et moralement intenable. Elle est mensongère parce qu'elle efface des siècles de débats internes au monde juif. Dès lors qu'un juif conteste le sioniste ou l'État d'Israël, on lui explique qu'il souffre d'antisémitisme intériorisé, qu'il trahit les morts. Nous refusons ce chantage. Il existe d'autres fidélités à la diaspora, à une identité ouverte, à un judaïsme de transmission, de culture, de débat, de mémoire et d'éthique, et non de réflexe nationaliste. Enfin, nous estimons qu'Israël doit être traité comme n'importe quel autre pays qui bafoue le droit international, annexe et colonise des territoires ou agresse et massacre des populations. Les Palestiniens ont une histoire, une mémoire, une terre et un droit imprescriptible à l'autodétermination. Nous ne laisserons pas, par notre nom, notre histoire et notre mémoire, servir de caution à leur écrasement. Voilà, j'en ai terminé avec cette chronique. J'ai dépassé l'horaire. Merci à Antoine et rendez-vous la semaine prochaine. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également
retrouvez sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30. Et le tien te glaive